On passe à notre panel américain, un peu bilan de semaine, mais on est intéressé aussi à suivre ce qui va se passer. On va voir ce que nos panélistes en pensent, hein, parce qu'il va rester, à partir d'aujourd'hui, c'est 18 jours. Ça montre à quel point là, on est vraiment dans un sprint. Alors, Raphaël Jacob, Catherine Loubier, Michel Cauger, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est vraiment le Michigan qui est à l'honneur. On va écouter des petits extraits là, pour se mettre dans l'ambiance de cette fin de course. On va entendre Donald Trump, on va entendre Kamala Harris et on va voir que ce ne sont pas des fleurs qu'on se lance, ce sont des pots. That's Kamala. She was the border czar. I watched her make a fool out of herself on Bret Baier. She was the border czar. She doesn't know what she's doing. This is a woman that doesn't have a clue. Frankly, I think they should put back Biden. And now, based on the numbers, I think I'm doing better against her than I am against Biden. So maybe Biden will go back. They'll do it a third time. I want to see her do a cognitive test because she couldn't ace because she wasn't born smart. And now he is ducking debates and canceling interviews. Come on. And check this out. His own campaign team recently said it is because of exhaustion. Well, if you are exhausted on the campaign trail, it raises real questions about whether you are fit for the toughest job in the world. Bon, essentiellement, ils disent tous les deux, mon adversaire n'est pas apte. Hein? Mon adversaire n'est pas assez intelligent, pas assez allumé, pas assez... Bon, ce sont des attaques, mais tout ça se passe au Michigan. En quoi c'est important, le Michigan? Raphaël, d'abord. D'abord, avant tout, vous dites qu'il reste 18 jours. Julie, personnellement, je suis rendu à compter les dodos tellement j'ai hâte que ça finisse ce manque de débat d'idées. Pourtant, c'est intéressant quand même, non? C'est pathétique. Il n'y a aucun espèce de débat de fond sur les idées. Vous êtes dans une écœurite aiguë. Là. Total. Je compte les dodos à ce stade-ci. Maintenant, pour ce qui est du Michigan, ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement l'État. Ce sont les régions que les deux candidats vont visiter. M. Trump est à Détroit, un comté qui, il y a 12 ans, en 2012, avait donné une marge de victoire aux démocrates sous Barack Obama de 47 points. 8 ans plus tard, ça avait fondu à 38 points de marge. Et à l'inverse, Mme Harris a fait 3 arrêts, en fait 3 aujourd'hui au Michigan. Ouais. 2 de ces régions-là, Lansing et Grand Rapids. Lansing, c'est la capitale de l'État, avait voté démocrate par une marge de 8 points de pourcentage il y a 4 ans, alors qu'il y a 12 ans, on votait républicain. Et à Lansing, à Lansing, c'est ça, ça s'est encore plus accentué l'avantage démocrate. Autrement dit, on va chercher de nouveaux électeurs. Détroit, doit-on le rappeler, c'est une ville qui est à plus de 75 composée d'Afro-Américains. Donc, M. Trump va aller chercher des électeurs issus des minorités ethniques qui, statistiquement, tendent à être moins scolarisés, moins nantis, alors que du côté de Mme Harris, on va aller creuser les marges démocrates dans des banlieues et dans des plus petites villes universitaires qui, historiquement, étaient républicaines et là, sont de plus en plus démocrates. Donc, au niveau des plaques tectoniques, c'est fascinant ce qui est en train de se produire. Oui, Catherine, là-dessus, on va regarder en même temps que vous nous parlez un sondage. C'est un sondage le plus récent qui nous parle du Michigan, justement. C'est vous qui nous l'avez suggéré, je pense, Raphaël, ce sondage. Alors, bien, écoutez, c'est encore une fois presque du coude à coude pour cet État-là. Catherine, réflexion là-dessus? Oui, c'est du coude à coude. Je pense que mon collègue Raphaël a très bien décrit la situation. C'est le grand défi pour Mme Harris, c'est vraiment d'aller chercher le vote des hommes et le contraire pour M. Trump. Je pense qu'ils vont s'attarder beaucoup à ça. On l'a vu parler à des gens dans une usine, s'adresser aux syndiqués, faire des promesses sur l'avenir de ces emplois-là qui sont tellement importants pour le Michigan. Mais écoutez, je pense que le gros du travail qui se fait en ce moment, c'est la sortie de vote, c'est d'être sur le terrain, c'est d'aller cogner aux portes, c'est de créer de l'enthousiasme pour que les gens aient voté, qu'ils aient une raison de vouloir un changement et d'aller voter pour l'un ou l'autre des candidats. Et c'est aussi une discipline. Hein? Ils n'ont pas été très disciplinés dans les derniers jours, ni un ni l'autre. Donc, ce qu'on croit qu'on doit voir dans une campagne électorale, plus on approche du vote, c'est d'être vraiment focusé sur un message précis et d'avoir beaucoup de discipline. Et on va voir aussi, je pense, dans les prochains jours, beaucoup d'argent qui reste dans les coffres de campagne
sur des publicités, souvent des publicités négatives, mais aussi des publicités qui créent cet enthousiasme-là autour d'un but commun, des gens qui auront avant voté d'aller pour l'un plus ou l'autre loin, des camps. parce que vous êtes aux États-Unis. Là, Raphaël, il parle de... Oui. Il n'en peut plus, là, les entendre aujourd'hui. Manque de contenu, essentiellement, trop d'attaques. Vous, votre perception, vue des États-Unis, est-ce que vous êtes rendu à ce niveau de saturation ou vous trouvez que c'est encore intéressant en ce moment puis excitant à suivre? Bien, il y a une saturation, c'est certain. Là, je veux dire, on le voit. D'abord, si on parle des sondages pour une seconde, là, on n'en fait plus des sondages. Oui. Au début, c'est bien intéressant. On s'accroche à ça. On se dit, waouh, il y a des tendances qui se dessinent. Là, il y en a tellement. Je veux dire, là, c'est plus une question de feeling, comme je disais, d'enthousiasme. Ici, aux États-Unis, je pense que les gens ne sont pas encore à en parler autour de la table. L'Action de grâce, c'est pas maintenant aux États-Unis. Là. La table de cuisine, c'est pas encore tout à fait complètement l'élection. Il reste, à partir de lundi, vous l'avez dit, 15 jours. Ouais. Cette conversation-là va s'accélérer dans les familles américaines prochainement. Oui. Michel, maintenant, alors, l'importance du Michigan, pourquoi tout le monde était là aujourd'hui? Puis les autres, ils vont, hein? Les Obama vont y aller bientôt. Alors, c'est vraiment, on voit qu'on danse autour, là. Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, le Blue Shield, ça se joue là. Mme Harris doit gagner ces 3 États-là. M. Trump serait très content de n'en gagner qu'un seul. Alors, ça, c'est la première des choses. Je pense pas moi, je suis très d'accord avec Raphaël sur le fait qu'il n'y a pas une idée qui circule. Ce qu'on a entendu comme extrait, c'est quoi? C'est Mme Harris qui dit « il est trop fatigué, il est trop vieux, il n'est plus capable de faire campagne », et M. Trump qui dit « elle est folle », tout simplement. Ça vole pas haut, là. Ça vole pas haut. Et le danger, c'est que ça écœure l'électorat et qu'on n'a pas un taux de participation extrêmement élevé. Déjà qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus bas que la tradition au Canada. Au Canada, on a un 75-80 de taux de participation normalement dans une élection. Aux États-Unis, en 50 et 60 est plus la norme. Alors, le gagnant de la semaine s'appelle marge d'erreur. Tous les sondages à peu près sont dans la marge d'erreur. Donc, ça veut dire qu'ils sont extrêmement serrés, ça. Et ça veut dire aussi que bien malin pour celui qui peut faire des prédictions, parce que dans les faits, ça dépendra d'une chose, c'est la sortie de vote. Et dans la sortie de vote, ça, c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Les démocrates sont traditionnellement meilleurs. Et cette année, dans plusieurs États, les républicains ont donné ça en sous-contrat, littéralement. Ont fait affaire avec des groupes qui leur étaient affiliés pour garder plus d'argent pour d'éventuelles contestations d'élections. Ça nous dit d'abord que ça ne sera pas réglé mardi dans 2 semaines. Et deuxièmement, ça nous dit aussi qu'il y a un danger pour ça, pour les républicains. Quand on donne en sous-contrat sa sortie de vote, on ne sait pas exactement ce qui va arriver cette journée-là. On verra, mais c'est pas un bon signe d'habitude. Et même si je sais que vous êtes fatigué des sondages, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, je veux quand même qu'on regarde les États clés. Alors, pardonnez-moi, on va les regarder. Sondage il y a 3 jours. Parce que c'est quand même important quand vous dites, là, les États clés sont importants. On répète ça depuis le début de la campagne, mais moi, quand je regarde les résultats des États clés, sérieux, là, je veux dire, c'est à peine si ça bouge. Question, Raphaël, là-dessus. Je veux bien croire là, que c'est peut-être pas encore les discussions de cuisine, mais ça s'en vient. Mais ils vont discuter de quoi? Est-ce que les gens changent d'idée encore? Est-ce que le concept d'indécis, ça existe encore au moment où on se parle dans cette course? Vous réalisez, Julie, que vous venez de me poser environ 18 questions à l'espace d'une trentaine de secondes. J'en prends au moins une. Je vais répondre le plus succinctement possible. Pour ce qui est d'abord avant tout de la stabilité, parce que la question de à quel point c'est serré, on le voit. N'importe qui est capable de lire le voit à quel point c'est serré. Michel parlait de marge d'erreur. Effectivement, on est dans la marge d'erreur partout, de un. De deux, c'est pas simplement ça, c'est que si vous comparez par exemple à il y a exactement 1 mois, quand vous prenez le portrait national, je comprends que ce sont les États clés qui vont trancher, mais si on prend un portrait d'ensemble, à l'échelle nationale, quand on prend l'agrégation des sondages, il y a exactement 1 mois, le 18 septembre, Mme Harris avait une avance exacte, selon la moyenne, de 2 points de pourcentage sur M. Trump. On se parle aujourd'hui, le 18 octobre. 1 mois plus tard, un débat vice-présidentiel, des semaines de campagne plus tard, où est-ce qu'on en est, Mme Harris, avec une avance d'1,6 point de pourcentage. Donc, est-ce que ça a bougé? Oui, de façon complètement microscopique. Donc, à chaque fois qu'on parle de tendance pour un candidat ou une autre, on est dans la marge de manœuvre. C'est extrêmement serré. Et comme Michel le disait,
bien malin et la personne qui peut prédire comment tout ça va se jouer. Au final, l'avantage financier de Mme Harris, là, amassé, on le sait, plus d'1 milliard de dollars en moins de 3 mois de campagne. Est-ce qu'on va l'observer dans l'opération de sortie de vote, cet avantage-là? On le verra là aussi le 5 novembre. Est-ce que je peux vous relancer la question, finalement, que je voulais vous lancer? Vous en avez perçu 18, moi j'en avais une. C'était, est-ce qu'il y a encore des indécis? Est-ce qu'il y a encore des indécis? Oui, il y en a, mais ils sont très, très minoritaires de un. Et traditionnellement, ce que plusieurs campagnes ont fait dans l'histoire américaine, c'est de se dire, rendu aussi proche que ça du vote, ces personnes-là sont soit A, extrêmement difficiles à rejoindre, et ou deux, même si on est en mesure de les rejoindre, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir les persuader, même si on les persuade de vouloir nous appuyer, on ne pourra pas nécessairement les persuader d'aller voter. Très souvent, ces gens-là finissent par rester à la maison et ça renchérit sur le point que Michel mentionnait. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir, grosso modo, on ne peut jamais le savoir à 100 mais un taux de non-participation facilement de 40-45 Donc, oui, il y a des indécis, mais est-ce que ce sont eux qui vont être décisifs vis-à-vis, par exemple, les gens qui sont des partisans? Est-ce qu'on va être en mesure, encore une fois, de part et d'autre, de les faire voter? Il y a 1 million de questions dans cette unique question-là. Oui, bien, je comprends ce que vous voulez dire, mais quand on parle justement de taux de participation, on regarde déjà le vote par anticipation qui est commencé dans plusieurs États. Puis en Georgie, paraît-il que c'est vraiment, ça partit en feu. Ça, Michel, est-ce que ça veut dire quelque chose? Traditionnellement, on dirait que ça veut dire qu'on veut du changement. Mais maintenant, on ne le sait pas. M. Trump a passé les 4 dernières années à dire le vote par anticipation, le vote par la poste, ces affaires-là, c'est pas bon, c'est ça qui m'a fait perdre, c'est là-dessus qu'ils ont triché. Alors, qui va voter? Ça, on ne le sait pas. En Georgie, les démocrates ont une grosse machine pour faire sortir du vote. Il y avait une candidate au poste de gouverneur, Tracy Abrams, qui avait réussi à faire quelque chose avec ça. On verra, mais actuellement, il y a toutes sortes de choses qui ont changé avec la pandémie, y compris les traditions de vote. La pandémie a fait que des gens disent c'est bien plus simple d'aller voter par la poste et de ne pas attendre en ligne. Surtout aux États-Unis, quand on attend en ligne pour un bureau de scrutin, des fois, on attend des heures, littéralement. Alors, il y a ça qui joue aussi. Est-ce que ça joue pour les démocrates, pour les républicains? J'en sais rien, fouillez-moi. Bon, alors voilà. Et on ne vous fera pas lire dans des boules de cristal. On va regarder un petit peu les moments qui ont marqué la semaine. Catherine, vous avez parlé d'indiscipline, mais il y a eu aussi des endroits inusités, par exemple, de voir Mme Harris sur les ondes de Fox News, mais le type d'entrevue aussi qui était quelque chose qui a commencé raide. Petit extrait ici. Was a bill to fix our immigration system. Yes, ma'am. It was called the U.S. Citizenship Act of 2021. Exactly. It was essentially a pathway to citizenship for the... Yes, ma'am. May I finish responding, please? But you have to let me finish, You please. had the White House and the House and the Senate, and they didn't bring up that bill. I'm in the middle of responding to the point you're raising, and I'd like to finish. Yes, ma'am. Alors, Catherine, une entrevue comme ça, est-ce qu'elle gagne quelque chose, Mme Harris, à se présenter à Fox puis à subir une entrevue que bien des analystes ont dit ça ressemblait plus à un débat qu'à une entrevue? Oui, bien, je pense que oui. Je pense qu'à 18 jours du vote ou 19 jours du vote comme ça, elle doit être devant l'électorat puis elle doit débattre de ce qu'elle propose pour l'Amérique. Il y avait quand même, je pense, au-delà de 8 millions de personnes qui ont regardé l'entrevue en direct, sans compter les retombées de tout ça. Et elle était très combative, c'est sûr. Elle était à Fox. Ce n'est pas tout à fait le lieu où se présentent les démocrates habituellement. Là, c'est plus inconfortable pour elle. Elle le savait. Elle est allée quand même. Elle a relevé le défi. J'ai remarqué d'abord qu'elle a dit aussi dans cette entrevue, elle a dit bien des choses. Là. Elle a été mise sur le hot seat, comme on dit en anglais, là, sur la défensive, sur le fait que ça fait 3 ans et demi qu'elle est là. Et donc, Bayer est revenu souvent là-dessus. Mais elle a dit aussi une chose, elle a dit « Ma présidence sera une coupure avec celle de Joe Biden ». J'ai trouvé ça intéressant parce que elle n'a pas dit ça avant dans la campagne électorale et je pense qu'elle aurait gagné à le dire avant et à faire sa marque par rapport à l'administration Biden. Elle n'a jamais été confortable à le faire. Trop peu, trop tard, peut-être. Elle a aussi reproché à M. Trump d'avoir dit « Je vais appeler l'armée, les forces militaires qui devront s'occuper de l'ennemi de l'intérieur ». Donc ça, elle est revenue là-dessus souvent. Mais somme toute, je pense que j'ai envie de dire là, pour cette entrevue-là
il n'y a pas vraiment de perdant ou de gagnant. Elle a relevé le défi. Elle a été sur la défensive à certains moments de l'entrevue, mais elle a aussi prouvé certains points et attaqué son rival, M. Trump, de manière assez efficace. Bon, dans les autres moments qui ont marqué la semaine, il y a quelque chose qui s'est passé pas plus tard qu'hier soir. Présence de M. Trump à un endroit, paraît-il, c'est une tradition, ça, Raphaël, le Hall Smith, là, à New York, organisé par un groupe catholique. Donc, une occasion d'aller courtiser cet électorat et de présenter une image sympathique de soi parce qu'on se tourne un peu en dérision. Petit extrait ici. It's a true pleasure to be with you this evening. Amazing pleasure. And these days it's really a pleasure anywhere in New York without a subpoena for my appearance. Anytime I don't get a subpoena, I'm very happy. They've gone after me, Mr. Mayor. You're peanuts compared to what they've done to me. And you're going to be okay. Alors, il fait rire les gens qui sont sur place. Il présente une image beaucoup moins agressive, beaucoup plus sympathique. Mais Mme Harris, elle n'a pas voulu s'y présenter. Est-ce qu'elle aurait dû, Raphaël? Il y a plusieurs éléments là-dedans. D'abord, avant tout, pour la petite note historique. Il ne faut pas qu'il y ait 18 questions dans ma question. Non, il y en a juste une. C'est moi qui vais vous donner 18 réponses à votre unique question, Julie, mais je vais le faire de façon le plus brève possible. Je sais à quel point Michel affectionne le souper Al Smith. C'est le premier point que j'allais faire, justement. Historiquement, à quel point c'est une belle tradition. On a souvent des campagnes qui sont extrêmement acrimonieuses aux États-Unis, d'avoir un souper, une soirée lors de laquelle on a les deux candidats démocrates républicains, un à côté de l'autre, traditionnellement, c'était pas vrai hier, là, mais traditionnellement, qui font de l'humour à leur propre dépens. Hier, M. Trump n'a largement pas fait ça. Ses partisans diront qu'au moins lui, contrairement à Mme Harris, était présent. Reste que oui, il a fait rire la foule à plusieurs reprises, mais très franchement, il a également été carrément disgracieux à plusieurs autres moments et pas simplement à l'égard de Mme Harris. Une fois que ça s'est dit pour ce qui est d'elle et donc de votre question fondamentalement, là, pourquoi elle était absente, est-ce qu'elle aurait dû être présente? Pour quiconque qui a vu le souper de 2016 avec M. Trump et Mme Clinton, M. Trump l'avait écorché à vif. Et donc, il y avait un risque, peut-être calculable et calculé de la campagne Harris, de se dire on a peut-être moins à gagner qu'à perdre d'y aller. Mais pour le respect des normes et des traditions, c'était dommage de part et d'autre de voir la teneur des propos de M. Trump à plusieurs égards et l'absence de Mme Harris de l'autre côté. Oui. Michel? Effectivement, c'est une belle tradition, puis c'est un moment où ils font des blagues à leur propre dépens. M. Trump, en fait, on a montré la seule blague qu'il a fait à son propre dépens pendant toute la soirée. Après ça, il s'est mis à attaquer Mme Harris sans relâche. Il y avait beau jeu, elle n'était pas là. Mais effectivement, elle aurait dû être là, ne serait-ce que pour montrer que ça ne la dérangeait pas. Et je vais revenir dans 2 secondes sur ce qui s'est passé à Fox News. Au moins, elle est allée. Et elle a tenu son bout. Et M. Trump, il n'ira pas à MSNBC, il n'ira pas à CNN, il n'ira pas à CBS. Et ça peut jouer à la marge. Mais de toute façon, tout ce qu'on se dit, c'est des affaires qui vont jouer à la marge. Là. On ne va pas essayer de penser quelque chose de déterminant qui va se passer. Mais la petite différence, c'est là. Oui, Catherine, là-dessus, en terminant. Bien, c'est un événement très new-yorkais. Hein, il faut parler du contexte un peu. 50 de la salle était des républicains, mais 50 de la salle était des démocrates. Il était assis à côté de Chuck Schumer, le démocrate, et devant lui, Michael Bloomberg. Alors, c'est comme un peu une caricature, là. C'était quelque chose à voir, mais c'est aussi une charité de la communauté catholique pour les enfants, pour les femmes, et donc, c'est un incontournable, effectivement. Je pense que Mme Harris a fait son choix de ne pas être là. Elle a peut-être manqué une occasion, mais en même temps, c'est une journée dans la campagne qui ne va pas marquer le vote des indécis, comme on dit. En 10 secondes, Julie, en 1928, Al Smith était devenu le premier candidat majeur d'un parti politique qui était de confession catholique. C'était quasi révolutionnaire. Aujourd'hui, on n'en parle même pas tellement que c'est acquis. Il y a du progrès à certains égards. Bon, alors ce sera le mot de la fin. Alors là, on attache nos trucs bien serrés parce que ça va aller très, très vite pour ces 15 derniers jours qui commencent à compter de lundi. Merci pour tous ces vendredis, toutes ces analyses. Passez une bonne fin de semaine. Merci, Julie. Au revoir. Merci.